Bonjour Adèle. Voilà, j'ai ouvert la réunion en attendant que tu veux venir là ou là. Oh, je vais mettre là ou là-bas aussi. Ça va? Ouais, la femme, attends. Je revérifie. Ah oui, c'est enregistré en fait. Ben, ça, c'est toi qui le dis. Non, mais je l'ai automatiquement. Ah, tu l'as enregistré en automatique. Il me semble, hein, c'est en cours là. Ouais, c'est bien ça. Donc, bienvenue pour cette deuxième rencontre du Club des entreprises engagées de Seine-et-Marne. Peut-être attendre encore une minute. Nous attendons encore quelques participants. Allô, je ne vous entends pas du tout. Monsieur Bartoli, vous ne m'entendez pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que les autres, est-ce que vous avez ce problème? Comment? Non, Non. on vous entend. On m'entend très bien. Monsieur Bartoli, essayez de voir de votre côté vos configurations. Bah, c'est ce que je suis en train de voir. Hein. Alors, quelquefois, il faut sortir de Zoom et revenir. Problème de la technique. Ou essayer un casque, peut-être. Vous pouvez parler? Ah, je vous entends mieux là. Oui, tout à fait. Ah oui, oui. Parfait. Alors, comme je disais, Bon. la réunion est enregistrée. Alors, ça fait quand même plaisir de se retrouver, même en visio. Bienvenue à tous. Donc, le Club des entreprises engagées, dans le monde de l'entreprise, il y a une chose qui n'est pas insurmontable mais difficile, comme vous le savez, c'est l'incertitude. Cette incertitude que nous vivons actuellement. Cette situation interroge nos organisations, nos méthodes et nos moyens, car nous avons besoin de prévoir, d'investir et de recruter. D'où le thème que nous avons choisi, recruter autrement. Alors, je vais essayer de... Voilà, est-ce que vous avez le diaporama? Parfait. Oui, on le voit très bien, oui. Donc, aujourd'hui, à l'ordre du jour, un premier point sur le club et en second temps, sur l'activité partielle longue durée par M. Frédéric Agathe de la Directe. Nous présenterons ensuite l'initiative Sans chance, sans emploi par M. Jacques Boussely et Mme Louisa Maréchal-Fabre. En quatrième temps, nous verrons recruter autrement avec Pôle emploi, avec la présence de Sophie de Selas de la direction territoriale Pôle emploi. Dans un dernier temps, nous verrons la méthode IOD avec Elisa Pagès, directrice du pôle projet à Seine-et-Marne, attractivité. J'admets 2 personnes encore, excusez-moi. Nous poursuivons. Vous m'entendez toujours? Le réseau des entreprises engagées, porté par moi-même. Donc, les entreprises pour la cité. Les entreprises pour la cité ont été créées en 1986 par Claude Bébéard, avec l'idée d'initier, partager, co-construire des projets d'innovation sociale avec des entreprises. Aujourd'hui, les freins à l'inclusion sont nombreux et les leviers tout autant. Donc, l'association LEPC est organisée en 3 pôles. Un pôle égalité des chances et inclusion numérique pour renforcer le lien avec les acteurs de l'éducation et donner les chances aux jeunes de réussir. Un deuxième pôle emploi et diversité dans lequel je suis intégré, qui favorise l'insertion professionnelle et l'employabilité des publics spécifiques ou les plus éloignés de l'emploi. Et un dernier pôle, mécénat et investissement citoyen. L'innovation sociale consiste à élaborer des solutions nouvelles à des besoins sociaux nouveaux. C'est dans ce cadre que l'EPC a rejoint l'appel à projet La France, une chance, initié en juillet 2018 par le gouvernement
La France Une Chance vise à mobiliser les entreprises pour qu'elles agissent en faveur de l'inclusion, comme vous le savez. L'inclusion, c'est permettre à chacun de trouver sa place dans la société. Ici, par le biais de l'emploi, qui est un levier déterminant. La mobilisation des entreprises, leur volontarisme est essentiel, vous le savez. C'est donc un élan national qui a impacté sur tous les territoires, notamment sur la Seine-et-Marne, et qui est organisé en 2 volets complémentaires. Le premier, général, la France Une Chance, les entreprises s'engagent, avec un objectif de mobiliser 10 000 entreprises en faveur de l'inclusion, autour de 13 thématiques, ce qui permet à chacune des entreprises qui s'engagent de suivre sa sensibilité, de pouvoir viser largement une action. Ça concerne tout autant les élèves de 3e, les alternants, le handicap, les personnes sous main de justice, les clauses d'insertion, les clauses d'achat responsable. Et le second volet est le pacte pour les quartiers avec les entreprises, qui vise tout spécifiquement les populations issues des QPV, quartiers politiques de la ville. Alors, il y en a un peu plus d'une vingtaine en Seine-et-Marne. C'est à peu près 90 000 personnes qui sont concernées par le pacte, sur 4 thématiques: sensibiliser, former, recruter ou acheter. Comme vous le voyez, ce sont 2 logiques complémentaires. On peut dire, on parle d'intérêt général et on va vers l'intérêt commun. Alors, pour le club, il s'agit d'encourager, d'accompagner, mais aussi initier des actions. Donc, nous avons voulu fédérer et développer un réseau d'entreprises, tout comme nous l'avons fait dans d'autres départements. Nous sommes responsables du club dans les Hauts-de-Seine, avec ma collègue ici, Hélène Monjardet, qui m'accompagne, en PACA, et nous sommes également co-leaders en Loire-Atlantique et en Aquitaine, autour des 13 thématiques du plan La France Une Chance. Donc, il s'agit d'engager les entreprises signataires dans la concrétisation de leurs engagements, le développement des compétences et l'orientation, l'accès au marché du travail des populations les plus fragiles. Pour ceci, elles signent une charte. Ensuite, elles peuvent suivre leurs actions sur une annexe qui émarge toutes les thématiques du plan, et nous mettons à leur disposition différents outils sur lesquels je reviendrai. Il y a un reporting qui est précis et fait grâce à la directe et à la préfecture de Seine-et-Marne qui nous accompagne. Et il est important aussi d'animer des temps de réseau comme celui-là, à travers l'organisation de temps d'échange, de partage, de bonnes pratiques, et également l'organisation de réflexion. Tout ceci, bien sûr, sera ensuite valorisé auprès du ministère et du Haut Commissariat à l'inclusion des entreprises engagées. Aujourd'hui, les membres du club sont au nombre de 7. Comme vous le voyez, ADP, Saint-Pave, Entrasmart Énergie, Transdev, Aron Sécurité, Copamat qui vient de nous rejoindre, Europe Amiante. Nous attendons encore plusieurs signatures. Comme vous le voyez, nous avons été nous-mêmes impactés par le Covid qui, depuis mars, a mis en suspens beaucoup de décisions. Mais nous ne désespérons pas d'atteindre nos objectifs d'ici la fin d'année. Sur le dernier trimestre, ce que nous allons proposer comme action, c'est un stage dating en novembre. Nous attendons encore du côté de l'Éducation nationale la désignation de l'établissement qui est dans le besoin pour organiser ce stage. Il y aura une prochaine rencontre le 10 décembre et nous espérons à ce moment-là un moment plus festif avec la présence de Monsieur le Préfet pour féliciter l'engagement des entreprises cette année 2020 qui restera bien sûr dans nos mémoires. Malgré le Covid, je disais, nous avons réussi à maintenir un temps d'action à travers des webinaires. Ces webinaires sont ensuite accessibles en replay. J'en citerai 3 par exemple. Le 12 juin sur les achats responsables. Le 16 juin, comment accompagner des salariés en situation de handicap. Et le 25 juin, un projet porté en interne par LEPC sur l'accompagnement à l'emploi des personnes réfugiées. Je disais les replays. Vous les trouverez, ces replays et d'autres informations, sur un outil qui est mis à disposition de nos membres, un Padlet, qui est une plateforme Internet
où sont centralisées toutes les informations et les outils, c'est-à-dire les newsletters, les nouvelles réglementations ou changements législatifs, les fiches pratiques pour chacune des thématiques que nous avons abordées. Ici, un focus sur ces newsletters et bien sûr la mobilisation des réseaux sociaux. Je disais, par exemple, une publication que j'ai faite hier, aujourd'hui, c'est 1300 vues sur le post LinkedIn, ce qui impacte grandement. C'est d'ailleurs pour ça que nous souhaitions enregistrer et ensuite diffuser notre rencontre à un plus grand nombre. Nous allons tout de suite commencer avec M. Cadet. Nous allons tout de suite commencer avec M. Frédéric Agathe de la Direct, que je vais retrouver ici. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Tout à fait. Ah, parfait. Donc, comme l'a dit M. Farsi, je suis M. Agathe de la Direct, chef du service des mutations économiques. Près de moi, mon adjointe, Amel Amrani. Et nous sommes chargés donc de vous présenter deux dispositifs, un plus particulièrement qui concerne mon service, notre service, et l'autre qui concerne le service IPJ. Mais c'est toujours au sein de la Direct. Alors, comme l'a dit au départ M. Farsi, il faut, voilà, on cherche, LEPC et l'État cherchent à recruter autrement, à donner une impulsion au recrutement. C'est pour cela que dans le plan de relance de l'État, l'un des points forts, c'est l'action « Un jeune, une solution ». Alors, ce plan qui coûtera quand même 6,5 milliards, voilà, va se présenter sous 3 axes. Faciliter l'entrée dans la vie professionnelle des jeunes, les orienter et les former donc vers des secteurs et des métiers d'avenir et accompagner des jeunes éloignés de l'emploi. Alors, il faut savoir qu'il y avait déjà des dispositifs avant Covid donc, pour ces jeunes et finalement, ces dispositifs, vous verrez, seront renforcés après la crise du Covid et avec les nouveaux financements. Alors, pour faciliter l'entrée dans la vie professionnelle, l'État va accompagner donc les entreprises grâce à des aides à l'embauche pour les moins de 26 ans. Et ce, pour des nouvelles embauches, pour quasiment tout type de contrat. Vous verrez, dans l'ensemble, c'est tout type de contrat. Et là, les aides à l'embauche, notamment, c'est pour les CDI et les CDD. Voilà, jusqu'à 4 000 €. Alors, je tiens à préciser que ce sont des aides à l'embauche et non pas des financements d'embauche. Il faut faire attention donc à l'engagement que les entreprises prendront. D'accord ? Ce sont des aides à l'embauche, des coups de pouce, si vous voulez. Voilà. Pour orienter et former ensuite les jeunes vers les secteurs et des métiers d'avenir, l'État va mettre en place des aides exceptionnelles à l'apprentissage et aux contrats de professionnalisation. Donc, qui iront de 8 000 € pour les plus de 18 ans et plus, et 5 000 € pour les moins de 18 ans. Pour simplifier, une entreprise qui va prendre un jeune aujourd'hui en apprentissage ne paiera quasiment rien. Donc, c'est bénéfique pour le jeune qui sera formé donc à un nouveau métier et bénéfique aussi pour l'entreprise qui va former cette personne, pouvoir l'embaucher ensuite, bien sûr, qui va former cette personne, je le dis de manière sans dépenser, donc pour ensuite avoir quelqu'un qui sait faire le métier et qui aura été formé comme selon les besoins de l'entreprise. Alors, il y a aussi l'intervention du CFA donc, dans ce dispositif. Et enfin, pour accompagner les jeunes éloignés de l'emploi, l'État, je vous ai parlé des dispositifs qui existaient déjà, comme les emplois francs, comme les CIE, plus aujourd'hui les aides à l'embauche pour les personnes handicapées. L'État va renforcer ces dispositifs. Donc, c'est là encore pour ces personnes éloignées de l'emploi, notamment des personnes issues des quartiers prioritaires. Donc, ces dispositifs sont mis en place et vont permettre, dans l'ensemble, donc, de faciliter l'embauche de ces jeunes.
qui sont, comme nous le savons, les personnes qui ont tendance à être plus facilement au chômage, à retrouver plus difficilement un emploi. Donc ça, ce dispositif Un jeune, une solution, en ce moment, au sein de la Directe, au sein de l'UD 77, il y a des choses qui se mettent en place avec différents partenaires comme le MEDEF, comme les missions locales, pour justement pouvoir aider les entreprises, pouvoir expliquer plus en détail donc, aux entreprises avec ces partenaires les modalités de ce dispositif. Alors, M. Farsi vous donnera les informations, je lui transmettrai aussi des informations concernant le service donc, qui s'occupe de ce dispositif. Un jeune, une solution. Alors là, nous étions dans le volet accompagnement des jeunes. Maintenant, pour les entreprises qui sont en difficulté, pour les entreprises qui ont subi la crise, vous avez pu constater que l'État avait ouvert l'activité partielle classique en mars et en avril. Et aujourd'hui, ce que l'État craint, c'est, qui arrive déjà, hein, puisque nous sommes en plein dedans, c'est beaucoup de licenciements pour cause de crise, beaucoup de licenciements au sein des entreprises. Et donc, ce que l'État a mis en place, c'est l'activité partielle longue durée. Alors, ce nouveau dispositif a pour objectif de maintenir l'emploi, donc d'éviter les grands licenciements, notamment tout simplement les plans sociaux. Donc, l'APLD, comme nous l'appelons, l'activité partielle longue durée, donc, est mis en place pour les entreprises, quelle que soit leur taille, pour aussi les salariés, quel que soit leur contrat. Une entreprise pourra mettre en activité partielle longue durée une partie de son établissement. Alors, ce n'est pas nominatif. Par exemple, si une entreprise a 3 secteurs, elle peut mettre en activité partielle l'un de ces secteurs. Pour qu'elle bénéficie de l'activité partielle, il faut qu'il y ait un accord d'entreprise, d'accord, sous la forme d'un document. Alors, parfois, en amont, il y a des accords de branche, étendus ou non. Donc, à partir de cet accord de branche, l'entreprise va élaborer un document qui sera validé donc, par le CSE, avisé plutôt par le CSE, d'accord, et qui sera ensuite transmis à la directe. Alors, soit il y a accord, soit c'est un document unilatéral imposé par l'entreprise. Donc là, c'est pour pouvoir bénéficier donc, de ce dispositif. Ce document, cet accord et cette demande d'activité partielle longue durée est transmis à la directe. Alors, l'activité partielle longue durée, l'accord, il est pour 24 mois, lissé sur 36 mois, en fait, donc 2 ans. Une entreprise peut faire une demande. En fait, c'est un peu comme l'activité partielle classique. Vous faites une demande pour une grande période et durant cette période, vous pouvez utiliser 3 mois, 2 mois ou 5 mois. Voilà, c'est comme vous voulez. C'est ensuite la demande d'indemnisation qui fera que l'entreprise sera indemnisée ou non. Cette indemnisation, donc, pour l'activité partielle longue durée, c'est une allocation de 60% du salaire brut que l'État donne donc à l'entreprise pour les heures chômées. Et le salarié, lui, il est indemnisé à 70%, voilà, de son salaire brut. Donc, l'État donne 60% à l'employeur, et l'employeur, en principe, 70% minimum à son salarié. Voilà, pour l'activité partielle longue durée. Alors, je reviens donc au document que vous nous transmettez via la plateforme. C'est la même plateforme que l'activité partielle classique. D'accord? On a voulu que ce soit plus facile aussi. Donc, notre rôle, le rôle de l'État, de l'administration, ce sera ensuite de vérifier donc, les éléments de l'accord. Alors, je vais vous citer le contenu de l'accord, ce que nous vérifions. La présence de l'accord, bien sûr. La régularité d'information et de consultation du CSE, voilà. S'il y a bien eu les réunions qui disent que les salariés ont été informés, etc. Les délégués syndicaux qui signent donc cet accord,
Donc, on demande les PV des élections et une attestation indiquant que ces personnes sont habilitées à signer, tout simplement. Et ensuite, très important, dans le maintien de l'emploi, il y a aussi, donc le maintien de l'emploi des salariés, une partie sur la formation. Il faut qu'il y ait un programme de formation. Alors, on ne vous demande pas de détailler, mais telle personne fait telle ou telle formation, mais de mettre en fait par écrit votre plan de formation. Si vous avez des salariés qui sont en APLD et donc qui veulent passer certaines formations, vous précisez en gros les formations, globalement, quelles formations ils veulent passer. En sachant que ces formations, en passant par votre OPCO, par le FNE Formation, sont gratuites. C'est l'État donc qui prend en charge à 100% ces formations. D'accord? En passant par vos OPCO. Alors, il y a bien sûr des seuils à ne pas dépasser. Mais ça, vous voyez avec vos OPCO. Donc, notre rôle sera, pour la PLD, le rôle d'administration sera beaucoup plus, comment je vais dire ça, pas, je ne dirais pas rigoureux, mais on portera beaucoup plus une attention au maintien de l'emploi sur ce dispositif qu'au moment où il y a eu l'activité partielle classique. Voilà. Là, l'objectif, c'est vraiment de maintenir l'emploi et d'empêcher les licenciements. En même temps, de permettre les formations, bien sûr. Voilà. Alors, pour information, le texte indique aussi que les salariés qui ne seront pas en APLD peuvent être licenciés pour motif économique. Mais attention, nous, ce qu'on vérifiera, c'est que les salariés licenciés pour motif économique dans le cadre d'un plan social, par exemple, ne soient pas les mêmes qui sont en APLD ou qui étaient en APLD. Voilà. C'est une attention, je le mentionne parce que c'est très important, parce que si jamais c'est le cas, l'État va reprendre toutes les indemnités qui ont été versées. Voilà. Le rôle donc de ce dispositif sert vraiment à aider bien sûr les entreprises et à maintenir l'emploi. Voilà. Donc, un dispositif, un jeune, une solution, on va dire, d'avenir et un autre dispositif pour maintenir les emplois. Voici ce que nous pouvons présenter aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur Agathe. Voici des solutions nouvelles et courageuses, il faut le dire, dans cette situation. Alors, je tiens à préciser que l'ensemble des documents seront transmis ensuite aux participants. Ne vous inquiétez pas pour la somme d'informations et il y aura aussi une mise en contact avec les services de la Directe concernés ou tout autre intervenant. Je vais demander maintenant à Madame Maréchal Fabre et à Monsieur Bousselit de brancher leur micro pour se préparer à intervenir. Il y a un temps de questions après. Si vous voulez revenir sur un des sujets évoqués, n'hésitez pas. Nous avons le temps. Donc, quand on parle d'innovation sociale et d'engagement des entreprises, le regard évolue sur l'emploi, les entreprises aussi. Et je voulais laisser la parole à cette belle initiative, une initiative coup de cœur, sans chance, sans emploi. Oui, alors bonjour à tous, Jacques Bousselit de Schneider Electric. Avec Louisa de Saint-Gobain, nous allons vous présenter le dispositif Sans chance, sans emploi de façon générale. Et puis on aura aussi pour compléter l'intervention de Gwenaëlle Fasseux de la mission locale de Nemours, qui, elle, pilote le dispositif concrètement depuis quelques années sur le territoire de Nemours, et elle vous donnera quelques informations de terrain et de pratique du dispositif très concrètes. Voilà. Donc, on va pouvoir démarrer la présentation. Je crois que Noureddine, voilà. Je vais lancer mon petit chrono parce qu'on a un quart d'heure. Je vais essayer de respecter avec Louisa et Gwenaëlle le timing. Pour commencer, voilà, juste 2 mots sur cette page-là, parce qu'elle est très significative de ce que représente Sans chance, sans emploi.
Cette association a pour mission principale d'accompagner les jeunes en difficulté d'insertion vers l'emploi ou l'entreprise pour leur alternance, par exemple. Et le moment que vous voyez sur cette photo est un moment clé puisque c'est tenant compte de tout ce qu'ils ont pu apprendre lors de la semaine de coaching qu'on va vous présenter un peu plus en détail tout à l'heure. Ils vont se présenter au réseau d'entreprises que l'on a réuni pour eux et ils vont faire un appel à ce réseau qu'on leur propose pour avancer d'un cran significatif dans leur parcours vers l'emploi. Mais on va revenir là-dessus dans les slides suivants. Donc voilà, 100 chances d'emploi est un dispositif qui a été créé il y a une quinzaine d'années maintenant, qui a démarré en expérimentation sur le territoire de Chalon-sur-Saône où Schneider Electric avait une usine et l'a toujours d'ailleurs, mais voilà, faisait le constat que dans les quartiers prioritaires, le taux de chômage était 2 fois supérieur à celui des autres parties de la ville. Et il nous avait été demandé de réfléchir à un dispositif qui permettrait de rétablir l'égalité des chances d'un point de vue emploi des jeunes. Donc, ce dispositif a été créé. C'est aujourd'hui une association, loi 1901, reconnue d'intérêt général, constituée d'un conseil d'administration qui inclut 10 entreprises qui contribuent au financement et qui contribue aussi dans la plupart des bassins en proposant l'accompagnement de nos collaborateurs. Donc, parmi ces entreprises, il y a Saint-Gobain, aujourd'hui présent, il y a ADECO, une société d'intérim, il y a EDF, voilà, 10 sociétés comme ça, nationales, qui soutiennent le projet. Et voilà, la mission principale, donc, c'est bien ça, c'est d'aider les jeunes en difficulté d'insertion, les jeunes motivés, qui rencontrent des freins à les franchir. Donc Louisa Rachel Favre, Saint-Gobain. Donc moi, au sein de Saint-Gobain, je pilote l'engagement des collaborateurs au niveau national. Mais les collaborateurs s'engagent au niveau local, ça c'est très important. En fait, le programme est déployé dans 40 bassins, 40 villes. Et tout se passe entre partenaires locaux. C'est le dispositif qui a fait ses preuves, en fait, qui est déployé et duplicable à volonté. Donc, en tout, en France, il y a 1600 partenaires, donc qui sont à la fois des entreprises partenaires, des missions locales ou des autres acteurs publics, privés du territoire. Donc, dans ces 40 villes, ces partenaires accompagnent collectivement les jeunes sur un programme qu'on va décrire plus en détail après, hein, mais plusieurs fois par an, il y a des groupes de jeunes qui sont accompagnés. Ce qui est très intéressant avec ce programme, c'est que ça permet aux partenaires de s'engager ponctuellement auprès de jeunes sur des actions concrètes qui amènent à l'emploi durable. Les jeunes qui participent au programme sont des jeunes en fait, qui ont besoin d'un réseau, donc ils ont besoin du dernier coup de pouce en fait, pour arriver à l'emploi. Mais ils ont déjà travaillé sur leur projet professionnel, ils ont déjà prévu de s'inscrire sur un programme en alternance. Et ils bénéficient de cette semaine d'accompagnement à l'issue de laquelle les entreprises et les partenaires du territoire vont pouvoir leur proposer des offres d'emploi, des opportunités. Et c'est un programme qui a fait ses preuves parce que sur les 7600 jeunes qui ont déjà été accompagnés, il y en a 5075 qui sont aujourd'hui en emploi durable. Donc ça veut dire que c'est efficace, les jeunes arrivent, ils sont déjà sur un moment où il faut les aider à construire la fin de leur parcours, à peut-être affiner leur projet. Et il faut surtout leur faire des propositions. Ce dont ils ont besoin, c'est des propositions des entreprises partenaires. Actuellement, il y a 1092 jeunes qui sont accompagnés dans les 40 villes. C'est aussi un programme très efficace pour les entreprises partenaires pour recruter, tout simplement. Et ça permet aussi de rencontrer les jeunes dans un contexte différent que celui d'une candidature classique CV, lettre de motivation. Là, on les rencontre, on les voit, on peut les challenger et puis à l'issue, idéalement, les recruter ou ouvrir son réseau sur le territoire, contacter d'autres entreprises, des partenaires, des prestataires pour proposer les candidatures de ces jeunes. On peut poursuivre sur la présentation.
Voilà, alors ce qui fait que ce dispositif est maintenant reconnu pour l'aspect concret et pragmatique de son action et son efficacité, c'est que dès le départ, il a pris le parti d'allier, d'assembler l'ensemble des acteurs qui, de près, directement ou indirectement, travaillent sur ce sujet de l'emploi et de l'emploi des jeunes notamment. Donc, sur chacun des dispositifs présents sur le territoire, on retrouvera des acteurs issus des pouvoirs publics, des services publics de l'emploi, des acteurs économiques, donc des entreprises publiques, privées, et puis aussi souvent des associations de quartier, par exemple, qu'elles soient sportives, culturelles, puisqu'elles sont très souvent en lien avec des jeunes qui sont plus forcément en contact avec d'autres organismes. Donc, l'ensemble de ces acteurs se complètent, travaillent en équipe. Chacun des dispositifs est complètement autonome sur son territoire parce qu'il y a les fondamentaux du dispositif sans chance, sans emploi de façon générale, mais qui peuvent être ajustés avec souplesse en fonction des territoires et des acteurs et des problématiques du territoire. Le sans chance de Provins, par exemple, aura d'autres problématiques que celui ici à Rueil et Nanterre. Donc, on s'adapte. C'est un collectif qui va être constitué de pilotes pour coordonner, animer et suivre l'action. Donc, les pilotes, généralement, c'est un acteur des services publics de l'emploi, très souvent une mission locale, comme la mission locale de Nemours, qui participe activement depuis plusieurs années et présente aujourd'hui. Un certain nombre d'acteurs économiques. Donc, là, il n'y a pas de critères de sélection des acteurs économiques à partir du moment où vous êtes une entreprise, quelle que soit votre taille, votre statut juridique, votre secteur d'activité, et que vous êtes sensible à ces sujets de l'emploi et de l'insertion des jeunes, vous pouvez participer et venir apporter vos conseils aux jeunes. Plus on a un panel et un éventail varié d'entreprises, plus on aura de chances et de possibilités à proposer aux jeunes qui se présentent dans le dispositif. Voilà, dans les grandes lignes. Et puis, on a aussi, pour piloter le dispositif localement, 2 à 3 entreprises par territoire. Donc, sur Nemours, c'est Saint-Gobain qui pilote avec 2 sites et qui accompagne la mission locale dans le pilotage de l'action. Donc là, on voit des exemples d'entreprises et de partenaires publics. Donc, c'est vraiment ce que décrivait Jacques là, hein. Autour du jeune partenaire public, donc dans la majorité des cas, mission locale, Pôle emploi, CCI, les directs, bien sûr. Des acteurs locaux, donc qui sont soit des filiales des groupes qui sont au CA ou qui sont au niveau national, soit des entreprises locales. Toute entreprise est la bienvenue et le plus il y a un éventail large de secteurs d'activité, d'entreprises, de taille d'entreprise, le mieux on peut accompagner les jeunes. Et un éventail aussi d'entreprises qui sont engagées au national en étant dans le conseil d'administration de Sans Chance, Sans Emploi. Alors concrètement, comment ça se passe? Là, on va être assez rapide. Donc, si vous avez des questions ou si vous souhaitez ultérieurement développer plus en détail comment ça fonctionne, je crois que vous aurez nos coordonnées et on pourra entrer en relation, Louisa, Gwenaël et moi, pour vous donner plus de détails. Mais globalement, le process du dispositif se situe en 3 étapes. La première, c'est le repérage des jeunes. Là, c'est le pilote emploi, enfin, l'acteur qu'on appelle le pilote emploi, donc très généralement la mission locale, qui connaît le mieux les jeunes et les repères et les invite à participer sur 3 critères principaux. Ce sont des jeunes qui sont motivés, qui font des efforts pour accéder à l'emploi, mais qui, pour diverses raisons, n'y arrivent pas. Ils ont, ces jeunes, un projet professionnel à peu près clair. Parfois, il peut évoluer durant le processus, mais ils ont à la base un projet. Et puis, les codes sociaux prêts à l'emploi qui seront aussi travaillés pendant la semaine, mais quand même, il faut pas qu'on parte de zéro. Donc, ces jeunes, 18-30 ans, sont repérés, invités, et les volontaires
viennent ensuite pour une semaine de coaching avec un formateur professionnel qui travaille sur un cahier des charges de l'action. C'est les 5 jours là que l'on voit apparaître dans la bulle du milieu. Donc, les formateurs ont un programme complet pour faire travailler les jeunes, les faire réfléchir sur eux-mêmes et leur apprendre, les aider à améliorer la façon de se présenter, de leur parcours, leurs compétences, leurs expériences et comment se proposer à divers employeurs qui recrutent. Et cette semaine est ponctuée, et c'est là où les entreprises, les acteurs économiques interviennent et sont un élément clé. C'est qu'à 2 reprises dans la semaine, les jeunes vont avoir des séries de simulations d'entretien avec plusieurs entreprises du réseau local. Et chacun des acteurs, chacune des entreprises pourra écouter ces jeunes et leur donner en live des conseils, des avis et des points d'amélioration qu'ils peuvent travailler ensuite avec le coach pendant la semaine. Une fois qu'ils ont suivi cette semaine jusqu'au bout, ce qui est un vrai signe de motivation parce que c'est un travail qui leur est demandé quand même, assez important. Leur motivation est vérifiée, leur projet professionnel est bien au point, bien clair, et les codes sociaux pour intégrer une entreprise sont vérifiés. Ils vont entrer dans le parcours d'intégration professionnelle et là, on revient à la photo qui était au départ. C'est ce jour-là où l'ensemble du réseau du territoire est invité pour écouter les jeunes se présenter individuellement, qui ils sont, leur parcours, leurs projets et leur appel au réseau, puisque un des points clés, c'est que souvent ces jeunes n'ont pas de réseau et on leur en présente un localement. Et ensuite, les partenaires présents, parmi eux, il y aura des parrains, des marraines qui se seront proposés pour accompagner un peu plus dans la durée le jeune jusqu'à sa sortie positive, comme on l'appelle. Donc, soit l'entreprise pour son alternance, soit un emploi CDD plus de 6 mois, soit un emploi en CDI. Ça, c'est en résumé le parcours que va suivre le jeune et le rôle des acteurs sur ce parcours. Sur un territoire, il y a plusieurs parcours qui sont proposés chaque année. Oui. Alors aujourd'hui, dans le 77, il y a deux bassins, un à Nemours, un à Provins, sur lequel il y a un certain nombre d'entreprises engagées. Comme disait Jacques Tournou, à Saint-Gobain, à Nemours, on a 2 sites, un Quartz et Cristaux. Donc les collaborateurs de ces 2 sites sont très engagés sur ce bassin. Quel intérêt pour nous, entreprises, de s'engager sur ce dispositif sans chance? Bon, déjà, c'est une action concrète pour nous, entreprises qui nous engageons sur les chartes, pactes ou dans les clubs des entreprises engagées. C'est vraiment agir concrètement, comment m'engager auprès des jeunes pour pouvoir les aider à trouver un emploi. Ça permet bien sûr de renforcer l'engagement RSE qui va de pair avec ces engagements dans le club des entreprises engagées, et puis de répondre parfois à des marchés publics ou privés qui intègrent ces clauses d'insertion. Ça permet bien sûr d'être au cœur du réseau local, de rencontrer d'autres entreprises. Les entreprises qui font partie des sans chance se connaissent, travaillent entre elles. Parfois, c'est des relations prestataires, partenaires. Ça permet aussi de créer des synergies, d'inventer des nouvelles choses, de partager les pratiques et puis de rencontrer les acteurs. Là, j'ai parlé des acteurs privés, mais aussi des acteurs publics et d'être présent, d'être mis en visibilité sur les réseaux sans chance, qui sont des réseaux qui sont consultés, comme on l'a vu, par plus de 1000 acteurs. Et bien sûr, la chose la plus importante et la plus concrète, c'est que ça peut permettre de répondre à des besoins en ressources. Donc, c'est une vraie façon d'aller recruter les jeunes. On les rencontre dans un contexte différent, on leur fait faire des simulations d'entretien, on les voit évoluer tout au long de la semaine, on comprend la façon dont ils présentent leur projet et l'idée, c'est si le jeune a un projet qui correspond à un profil recherché pour l'entreprise, de pouvoir lui faire des propositions. Ça permet vraiment de faire cette mise en relation entreprise-jeune, recruter, et parfois, on n'a pas de projet de recrutement au moment où on va accompagner les jeunes, mais on a tout un réseau sur le territoire, donc on peut mobiliser le réseau, mobiliser ses prestataires, mobiliser ses partenaires pour présenter le jeune et l'accompagner. Si on n'a pas d'opportunité d'emploi à ce moment-là, rien n'empêche de décider de parrainer le jeune dans la suite du programme et de l'aider, de lui donner des conseils.
Ça permet bien sûr de valoriser le secteur d'activité. Il y a certains secteurs d'activité qui sont peu visibles. Nous, on connaît bien cette problématique chez Saint-Gobain. Les sites industriels étant fermés, ce n'est pas des secteurs d'activité qui sont connus par définition. Donc, ça permet aussi de le valoriser auprès des jeunes, soit en leur présentant lors des SAS, donc des semaines d'accompagnement, et même en imaginant faire venir des jeunes sur le site, leur faire des visites, ou alors une demande individuelle d'un jeune qui voudrait mieux comprendre le secteur, l'inviter à passer quelques heures avec soi sur son site. Voilà. Et bien sûr, et c'est aussi pour ça qu'on est là et qu'on s'est tous engagés dans ce club des entreprises, c'est pour prôner la diversité dans nos entreprises et puis la rendre réelle par des actions concrètes. Donc aujourd'hui, on a 200 chances dans le 77, comme je disais, Nemours, Provins. Il y a la possibilité de s'engager sur ces 100 chances-là existants. Et là, bien sûr, plus il y a d'entreprises, plus il y a de diversité pour les jeunes, plus on peut leur faire de propositions, et le mieux c'est. Donc pour les entreprises qui sont sur ces zones-là, vous pouvez décider de vous engager auprès des 100 chances et participer aux prochaines semaines d'accompagnement. Ou alors, il y a aussi possibilité sur son territoire de se dire moi, ça m'intéresse dans ma ville, ça n'existe pas, et on va se tourner auprès des partenaires locaux et on va essayer de développer un nouveau sans chance et de lancer, de devenir copilote et de lancer ce dispositif sur mon territoire. Je pense que ce serait intéressant de donner la parole à Gwenaëlle Fasseux, donc, qui est de la mission locale de Nemours et qui, elle, copilote le dispositif depuis plusieurs années, donc qui va pouvoir nous donner un témoignage concret de la mise en œuvre. Elle peut activer son micro et puis s'exprimer. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, effectivement, moi, je pilote le dispositif Sans Chance sur Nemours-Avon depuis le début, depuis 2012. Donc, je suis toujours là parce que j'y trouve forcément un intérêt pour les jeunes et pour les entreprises et les acteurs locaux. Donc, nous, on a à peu près 4 sessions par an. Ça mobilise entre 25 et 40 jeunes, à peu près 10 jeunes par session. On a un coaching renforcé d'un peu plus de 5 jours parce que nous, on a rajouté de la communication verbale avec notamment du théâtre que les jeunes apprécient beaucoup parce que ça les aide énormément et des CV vidéo. Donc, voilà, ils appréhendent aussi leur façon d'être et comment mieux se comporter ou mieux être face aux entreprises. On a vraiment un public éclectique. On a vraiment tous les niveaux. On a souvent une image des jeunes de mission locale avec de bas niveaux. Il faut dire que sur le dispositif, on a quand même la plupart des jeunes sont au-dessus du bac plus 2 jusqu'au niveau 1. On a quand même beaucoup de jeunes qui ont des bacs plus 4, plus 5 et qui n'arrivent pas à rentrer sur le marché du travail pour diverses raisons. Donc, les entreprises locales concourent à les aider et à leur donner le dernier petit coup de pouce. Donc, nous, on a un réseau d'entreprises actifs qui est très diversifié. Ça va du bénévolat de grandes entreprises à l'artisanat, aux PME, aux grands groupes. Les entreprises aiment se retrouver sous une façon différente. Notamment, Louisa parlait d'échanges et de créer des synergies. C'est clairement ça, nous, sur Nemours-Avon. Elles apprécient de se voir sur ces moments parce qu'elles ne se verraient pas de façon naturelle pour échanger leurs pratiques ou recruter justement ces jeunes. On est vraiment très fiers de ce dispositif. C'est un dispositif phare au sein de la mission locale. On le met toujours en avant. Les jeunes apprécient. On a des contacts aussi, nous, différents avec les jeunes parce qu'on passe beaucoup de temps avec eux. On les connaît mieux. On arrive mieux aussi à les présenter aux entreprises parce qu'à un moment, il y a du lien qui va se créer aussi avec ces entreprises qui ne se créeraient pas lors d'un entretien en face à face ou en visio aujourd'hui. Donc, voilà, c'est vraiment très, très bien. Nous, on a à peu près 230 jeunes qui sont passés sur le dispositif depuis 2012. On a de bons taux de réussite, clairement. La première année, on était à 100% de réussite. Aujourd'hui, ça varie entre 75 et 97% encore sur 2017. Donc, réellement, ça fonctionne. Les jeunes s'investissent, les entreprises s'investissent. Nous, on préconise aux entreprises de s'engager, clairement, sur ce dispositif. Donc, aussi pour les raisons que Louisa ou Jacques vous ont évoquées,
notamment pour votre engagement RSE, pour aussi avoir un regard différent sur la jeunesse d'aujourd'hui et de démocratiser aussi le rapport entre employeurs et employés. Cette barrière, elle se minimise à un moment donné parce qu'on va pouvoir vraiment échanger, parler vrai. Et puis, tout ce qui pourrait être dit aux jeunes sera de toute façon fait pour l'aider à construire son projet ou son parcours et à réussir. Donc, Vous me permettez, Madame Passeux? Oui, pardon. Parce que le temps… Oui, oui, oui. Alors, on aura du temps après, je vous rassure. Si vous souhaitez revenir sur certains points, Monsieur Bousselit également, Madame Maréchal Fabre. Mais en fait, il faut qu'on passe à la suite. Peu de temps. Mais merci en tout cas. Merci. Merci à vous. Pour ces encouragements sur le dispositif. Le prochain intervenant, je lui demanderai d'activer son micro, Madame De Sellas, pour Pôle emploi, direction territoriale 77. Bonjour à tous. Bonjour. Alors moi, j'insiste souvent sur la notion de maillage de territoire. C'est vrai que le territoire de Seine-et-Marne a des spécificités qui nécessitent des adaptations, comme on l'a vu à travers les prises de parole précédentes également. Et comme acteur incontournable, bien sûr, au plus proche du marché de l'emploi, merci d'être ici, donc Pôle emploi, Madame De Sellas. Merci de nous avoir conviés à cette réunion. J'avoue que j'aimais beaucoup la thématique de recruter autrement. C'était un point que je voulais aborder en introduction sur l'évolution en fait des pratiques des entreprises qui, alors pour certaines, ça reste encore le cas pour des grosses entreprises qui recrutent essentiellement sur le diplôme et qui aujourd'hui recrutent autrement. Et Pôle emploi s'est aussi adapté à ce changement de pratique et puis à l'évolution aussi du contexte économique. Alors, si on peut avancer dans les slides, merci. Donc, je voulais aborder quelques points avec vous. Donc, en introduction sur les changements d'organisation et de façon de travailler de Pôle emploi, et puis de faire un zoom sur la méthode de recrutement par simulation, l'immersion professionnelle qui n'est pas un dispositif Pôle emploi, mais État, qui peut être mis en place par tous les accompagnants, et puis les autres réponses aux difficultés de recrutement des entreprises. Donc, je commençais par des constats. Un constat important, c'est le fait que la moitié des salariés, en fait, exercent un métier différent du métier pour lequel ils ont été formés. Donc, ça, c'est un point quand même important à savoir. Et d'autre part, Pôle emploi, on a constaté qu'en fait, 37% des demandeurs d'emploi qui sortent du chômage, en fait, exercent un métier différent de celui qu'ils ont quitté. Donc ça permet aussi et sans lien le plus souvent avec leur formation initiale. Donc ça, c'est des points importants pour permettre de comprendre pourquoi il a fallu s'adapter par rapport à ces constats, et notamment le fait que Pôle emploi fait évoluer son organisation pour travailler non plus uniquement par une clé d'entrée qui était le code ROM métier, mais pour rentrer par les compétences qui sont attendues des entreprises. Et à la fois les compétences, les savoir-faire, les savoir-faire, mais aussi le savoir-être, puisqu'on s'est rendu compte que beaucoup de petites entreprises aujourd'hui mettaient les savoir-être en avant par rapport, et privilégiaient en fait une sélection par rapport au savoir-être plutôt que des savoir-faire. Donc ça, c'était des éléments importants. Aujourd'hui, donc, Pôle emploi, on a des équipes dédiées à l'entreprise, et au sein de ces équipes dédiées à l'entreprise, en fait, on a des conseillers depuis 2020 qui sont spécialisés sur les entreprises qui recrutent, qui ont des problèmes des difficultés de recrutement. Donc, c'est un point qui est fait à 30 jours. Si l'entreprise, en fait, a des difficultés pour trouver des candidats, eh bien, il déclenche des actions en concertation avec l'entreprise pour pouvoir remédier à cette pénurie de candidats. Alors, un petit zoom par rapport à l'approche par compétences, qui est j'en ai dit quelques mots. L'avantage de l'approche par compétences, c'est le fait que, comme on ne rentre plus par le métier, et finalement, en rentrant par les compétences, parfois on va aller rechercher des candidats qu'on n'aurait pas trouvés si on était arrivé par le métier. Et pourtant, ils disposent de la compétence recherchée par l'entreprise. Donc, ça permet vraiment d'élargir en fait le sourcing pour les entreprises et de parfois finalement trouver des candidats avec des profils tout à fait inattendus. Donc ça, c'était un petit point. On peut poursuivre en fait la slide. Donc par rapport aux difficultés de recrutement, oui, il faut trouver d'autres solutions
recruter autrement. Alors, lorsque l'entreprise est en situation de pénurie de candidats, il y a des solutions, c'est d'ouvrir le recrutement à des candidats qui ne sont pas du métier. Donc, on a l'approche par les compétences. On a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui, alors, les ateliers hashtag vers un métier, qui vont s'appeler d'ailleurs, dans le cadre du plan jeune, hashtag tous mobilisés, mais le contenu est le même. Il s'agit d'aller chercher des personnes qui ne sont pas du métier pour leur donner l'information des opportunités sur le territoire et de leur expliquer comment ils vont pouvoir aller se former sur ces métiers, soit d'avenir, soit ces métiers qui recrutent. On a l'immersion de candidats dans l'entreprise, permettre aux personnes de découvrir des métiers et de savoir s'ils ont les compétences et la capacité pour y aller. Et puis, la méthode de recrutement par simulation dont on va faire un petit zoom. Après, on a toutes les autres solutions donc, par rapport notamment à la sélection de candidats, où là, on a effectivement la possibilité aussi aujourd'hui au sein de Pôle emploi de faire appel à nos psychologues du travail pour faire des tests de personnalité, notamment pour pouvoir répondre aux entreprises qui veulent mettre l'accent sur des compétences en termes de savoir-être. Et puis, on a aussi la possibilité d'évaluer les compétences, que ce soit par des tests ou par la méthode de recrutement de simulation, dont on va un petit peu développer le point. Donc, on peut passer effectivement à la slide suivante sur le recrutement par simulation. Donc, le recrutement de simulation, vous voyez des photos. En fait, on reproduit en exercice des situations de travail, des mises en situation de travail. Donc, effectivement, on peut passer, M. Versier, à la slide suivante. Ce qui est important avec cette méthode, cette méthode, elle est basée sur le repérage des habiletés nécessaires au poste de travail proposé. C'est tout un travail qui est fait en amont avec l'entreprise pour savoir les habiletés dont ils ont besoin et pour connaître aussi les conditions d'exercice du métier. Parce que faut savoir que ces conditions d'exercice, sont reproduites. On a vu là la photo avec les personnes qui sont au sol, dans des positions inconfortables. L'idée des exercices, c'est de reproduire à la fois le contenu, les habiletés qui vont être nécessaires à faire le métier, mais aussi les conditions. Donc, parfois, ça peut être des bruits sonores avec des bandes qui sont utilisées pour reproduire justement, par exemple, sur un chantier ou des interventions de personnes extérieures qui vont solliciter les personnes pour reproduire, par exemple, un magasin. Cette méthode va permettre de détecter justement les personnes qui ont les habiletés recherchées par l'entreprise sans passer par le CV. Ça, c'est un point important. Et donc, ça permet d'élargir les candidats et aussi, ça permet de lutter contre la discrimination puisqu'on lève le CV. Et on s'est rendu compte qu'en fait, 65% des personnes recrutées par la MRS exerçaient un autre métier à l'origine. Donc, c'est pour vous dire la force de la méthode. Donc, par ailleurs, donc on a dit donc, vraiment la construction des exercices spécifiques. Pour donner un exemple, par exemple, les préparateurs de commandes, qu'est-ce qui va être évalué? Eh bien, ça va être l'habileté de respecter des normes et des consignes, travailler sous tension, travailler en équipe, se représenter un objet dans l'espace. Ces habiletés, elles sont vraiment travaillées en amont avant que l'entreprise. Il faut vraiment voir ça. Il y a un engagement de l'entreprise à ne pas avoir recours au CV. C'est vraiment un travail qui va être fait main dans la main avec l'entreprise. Et d'ailleurs, des salariés de l'entreprise testent les exercices pour voir si ça répond bien à la spécificité de l'entreprise. Alors, quelques petites précisions quand même. La MRS, elle est surtout pertinente lorsque les habiletés sont significatives, voire déterminantes pour s'adapter au poste. Aussi, lorsque les connaissances ou compétences techniques sont nécessaires et peuvent être acquises après l'embauche, par le tutorat, la formation. Et par ailleurs, si les conditions de travail ne sont pas trop prégnantes et ou sont clairement identifiées et acceptées par le candidat. Donc, voilà ce que je pouvais dire rapidement. On a une petite vidéo sur YouTube qui vous explique plus précisément ce qu'est la méthode. On peut passer à la slide suivante, M. Sparsi. Voilà. Donc, juste pour vous dire, il y a deux équipes de méthodes de recrutement par simulation en Seine-et-Marne, une au nord et une au sud, avec des spécificités en termes de métiers proposés un petit peu différentes, mais ça s'adapte en fonction des besoins des entreprises. Donc, il y a des grandes enseignes qui l'ont utilisé, je pense à Hermès, Rissolama, la Steph, par exemple, sur Nemours. Donc, voilà, des grandes enseignes qui
ont utilisé cette méthode et qui permet voilà, de faire face à des pénuries de candidats ou de sélectionner des candidats plus finement. Alors, un point sur la période de mise en situation professionnelle, donc ce qu'on appelle l'immersion professionnelle, donc c'est un dispositif État. Alors, c'est très intéressant comme dispositif parce que ça permet, en fait, c'est l'équivalent d'un stage en entreprise avec 3 objectifs qui peuvent être différents. Ça peut être soit pour découvrir un métier, ça peut être aussi pour être en pré-recrutement. En fait, on positionne en test le candidat. Si l'entreprise, elle hésite avant de le recruter, ben voilà, on le met en immersion professionnelle et ça permet comment dire, à l'entreprise de vérifier que la personne aura bien les capacités à tenir un poste. Et puis, par ailleurs, ça peut permettre aussi de favoriser des personnes qui sont en insertion parce que souvent, lorsqu'elles sont trop longtemps en inactivité, elles perdent un petit peu la confiance en elles, dans leurs compétences. Le fait de mettre un pied dans l'entreprise, ça permet voilà, de reprendre. C'est un petit peu comme le vélo. On reprend en fait rapidement ses réflexes et puis on reprend confiance en soi et ça permet après vraiment de faciliter les recrutements à tel point qu'il y a une étude récemment qui montrait justement que les personnes qui ont fait une immersion professionnelle, en fait, elles ont augmenté leurs chances d'accès à l'emploi. Leur taux de réussite d'accès à l'emploi était très important et beaucoup plus important entre, si on compare des personnes qui sont passées par l'immersion professionnelle et celles qui ne sont pas passées pour des personnes éloignées de l'emploi. Donc, c'est vraiment un outil vraiment favorable pour l'insertion des personnes. Là aussi, on a une petite vidéo, si vous voulez aller plus loin, sur YouTube, qui vous permet de bien préciser ce dispositif État. Alors, juste un petit zoom par rapport à cet atelier Hashtag vers un métier donc, qui est fait chaque semaine dans chaque agence, avec aussi 3 objectifs, là aussi, pour répondre et pour faire recruter autrement les entreprises. Alors, ça répond surtout aux entreprises en fait, qui ont une pénurie de candidats. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. Il y a une façon qui est, je dirais, à long terme, c'est-à-dire faire découvrir les métiers. Donc, voilà, et après, orienter les personnes en formation pour les inciter. Je pense au métier du bâtiment, je pense notamment aux maçons. Voilà, donc on a énormément de métiers comme les espaces verts aussi, paysagistes. Alors, on a beaucoup de métiers en tension pour lesquels on manque de candidats. Et ben voilà, cet atelier permet de mieux connaître ces métiers, de connaître les opportunités sur le territoire. Et puis aussi, cet atelier permet d'envisager la présence de l'entreprise. Et là, ça permet à des personnes qui n'étaient pas positionnées de connaître l'opportunité et de se dire, ah bah tiens, oui, effectivement, j'ai envie d'y aller, je m'intéresse un peu plus pour voir comment je peux adapter en fait mon profil pour pouvoir répondre aux attendus de cette entreprise qui m'intéresse. Et donc, ça permet voilà, de faire un appel d'air sur des candidatures qui, autrement, ne se seraient pas positionnées sur l'offre d'emploi proposée par l'entreprise. Donc, c'est aussi une autre façon de procéder, mais qui a des effets très positifs. Voilà, donc rapidement, c'était… alors, une autre façon aussi de procéder, alors notamment avec les conditions sanitaires, hein, c'est effectivement, aujourd'hui, c'est parfois difficile de rassembler beaucoup de candidats dans une même salle avec la Covid-19. C'est pour ça qu'on développe énormément les salons en ligne. Et les salons en ligne, ça permet justement aux entreprises c'est l'équivalent d'un forum avec des mini-job dating, mais en ligne, à distance. Et on le développe de plus en plus pour permettre justement de remédier en fait à la difficulté aujourd'hui de rassembler un grand nombre de personnes dans une salle. Alors, un autre petit outil qui est alors plus adapté pour des emplois qui ne demandent pas de qualification particulière, c'est un outil qu'a mis en place Pôle emploi, donc ça s'appelle Maintenant. Donc là, c'est vraiment, par exemple, pour des postes dans la restauration, de cuisinier, de manutentionnaire, où là, il s'agit de recruter aussi sans CV, c'est-à-dire c'est très simple. Le demandeur d'emploi, il met son profil en ligne avec ses compétences et il y a un questionnaire très précis sur quelles sont ses disponibilités.
et l'employeur peut aller rechercher directement les candidatures et contacter le candidat. Donc, ça facilite vraiment cette mise en relation pour des emplois où souvent, par exemple, je pense à la restauration, où les employeurs vont avoir besoin de tout de suite d'un candidat. Donc là, il ne s'agit pas d'attendre une semaine pour organiser une information collective avec des personnes, c'est maintenant voilà, que ça se joue pour elles. Donc cet outil, elle leur est destinée pour pouvoir tout de suite matcher profil et offre dans un temps très limité. Voilà, donc après, si vous avez des questions, voilà, j'ai voulu faire un petit zoom très rapide sur les outils mis en place, mais maintenant, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à revenir vers moi pour un approfondissement. Merci, Madame de Sellas. C'était très clair. Beaucoup d'outils, beaucoup de moyens, effectivement, qui vont dans le sens de la présentation ce matin, le thème de recruter autrement. Alors, j'aimerais que la Seine-et-Marne Attractivité puisse, Madame Pagès, brancher son micro. Bonjour. Bonjour. On parlait justement de recrutement basé sur les CV et donc trop de candidates et candidats méritant un regard différent. Donc, Madame Pagès, expliquez-nous comment. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Elisa Pagès, je suis responsable au sein de Seine-et-Marne Attractivité d'un dispositif mis en place en fin 2018 qui s'appelle IOD, qui est une méthode de recrutement atypique pour des entreprises qui ont des difficultés à recruter au local et des chercheurs d'emploi qui ont du mal à trouver également sur leur territoire. Donc, en fait, on est parti, le département de Seine-et-Marne est parti d'un constat en 2017 d'entreprises qu'ils rencontraient et qui avaient de grosses difficultés à recruter au local. Et en parallèle, on a des chercheurs d'emploi, des allocataires du RSA sur le territoire qui ont également du mal à rentrer en contact avec ces entreprises. Donc, dans le cadre de leur politique départementale d'insertion, le département a souhaité développer une nouvelle façon de recruter pour notre territoire. Et donc, ils ont décidé de mettre en place ce dispositif, donc IOD, qui veut dire intervention sur les offres et les demandes, pour lequel nous avons été choisis pour le déployer en expérimentation sur 3 cantons pour le moment en Seine-et-Marne. Donc, nous intervenons sur le canton de Coulommiers et les cantons de Nemours et Montereau. Voilà. Donc, depuis fin 2018, on a développé l'outil et l'expérimentation avec, alors je ne sais pas si je vais suivre vraiment mon slide, ma présentation, mais en tous les cas, voilà, on a sur chaque territoire, donc sur Coulommiers et sur le sud Seine-et-Marne, on a 2 équipes de 3 chargés de mission. Donc, on a 6 chargés de mission au total qui sont dédiés à la mise en relation directe de candidats et d'entreprises qui recrutent. Donc voilà, la réponse surtout du département, c'était de pouvoir permettre d'accéder à l'emploi durable des chercheurs d'emploi et des allocataires du RSA principalement pour nous, soutenir les entreprises du territoire dans leur recherche de candidats et surtout et principalement impulser une nouvelle méthode de recrutement. La méthode IOD, c'est vraiment une méthode atypique qui fait un petit peu la guerre aux méthodes de recrutement classiques. C'est-à-dire que nous n'intervenons absolument pas sur du recrutement classique avec le CV, la lettre de motivation, l'entretien d'embauche. On est vraiment au-delà de ça. On est principalement basé sur la mise en relation directe sur poste en marche d'un candidat avec une entreprise qui recrute. Donc voilà, pour la première, voilà, donc, je vais suivre le slide. Donc effectivement, le process de notre activité, de notre action, c'est vraiment d'être à partir des besoins de l'entreprise au contact direct de ce qui se passe au sein de l'entreprise sur l'analyse de poste précise, la rencontre avec l'ensemble des salariés de l'entreprise et savoir exactement comment et ce que recherche l'entreprise. Donc, les chargés de mission ont une grosse activité auprès de ces entreprises, TPE, PME, bien sûr, hein, ça c'est notre principale cible parce que les grosses entreprises de nos territoires sont souvent calées sur des recrutements très, très classiques où le CV, la lettre de motivation sont
sont la base du recrutement. Donc, nous, on essaye d'aller dans une autre dimension du recrutement et de proposer donc un autre service qui est vraiment au-delà de la méthode classique de recrutement. Donc, la première étape pour un chargé de mission, c'est d'aller rencontrer l'entreprise, de découvrir avec elle son environnement de travail et de faire une analyse de poste la plus précise possible pour que nous puissions ensuite nous proposer à des candidats que nous accompagnons les offres d'emploi. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la méthode IOD est une méthode basée sur le libre choix, c'est-à-dire que nous proposons aux chercheurs d'emploi les offres d'emploi et ils se positionnent sur celles-ci. Une fois qu'ils se sont positionnés, on fait une mise en relation immédiate pratiquement avec l'entreprise et on prépare le premier rendez-vous pour qu'il y ait une visite sur Poste en Marche pour que le candidat découvre et parle de ce qu'il sait faire et de ce qu'il a envie de faire avec cet employeur et dans cette entreprise. Voilà, donc nous, on part du principe que, alors dans notre jargon, nos chercheurs d'emploi, on les appelle des professionnels parce qu'on estime qu'ils sont tous professionnels, on est tous professionnels de quelque chose, on a tous travaillé avant, mais là, aujourd'hui, on estime que le CV n'a pas, et l'expérience passée n'a pas forcément un impact sur l'offre d'emploi immédiate sur laquelle il se positionne. Et l'idée, c'est de faire parler le chef d'entreprise et le chercheur d'emploi sur exactement ce qu'il attend de lui sur le poste. Voilà. Donc, pas d'entretien d'embauche, c'est ce que je disais. Effectivement, là, l'idée, c'est d'être sur une rencontre directe sur le poste en question. Et la principale action aussi qu'on a, qui est un petit peu différenciante de toutes les autres actions ou complémentaires, je ne sais pas vraiment, mais en tous les cas, c'est un suivi post-embauche. C'est-à-dire que lorsqu'un candidat est recruté, qu'il démarre, nous nous engageons auprès de l'entreprise à faire un suivi post-embauche, ce qui permet vraiment de fidéliser le salarié et aussi de s'assurer que tout se passe bien du côté des deux côtés, voilà, et du côté de l'employeur et du côté du candidat. Donc, pendant toute la période d'essai, on va rencontrer soit en binôme, soit en tripartite, le candidat et le responsable pour s'assurer que tout se passe bien pour le candidat. Voilà, donc là, on mise effectivement sur la réussite de son intégration pour qu'elle soit la plus durable possible. Donc, les 6 chargés de mission qui sont déployés sur les 3 cantons, en fait, sont formés à la méthode. En fait, la méthode IOD, c'est une méthode qui a été mise en place par une structure qui s'appelle Transper, une association qui se situe à Bordeaux, qui existe depuis 30 ans et qui est déployée au national. Il y a à peu près 30 équipes, une trentaine d'équipes en France qui déploient cette méthode. Donc, voilà, nous, on est pour l'instant en expérimentation sur ces 3 cantons et on espère pouvoir développer la méthode sur d'autres cantons en Seine-et-Marne. Qu'est-ce que je peux vous ajouter en étant dans le timing, parce que je pourrais parler des heures d'IOD, mais comme tout le monde sur ces actions. Bien évidemment, alors les entreprises sur lesquelles nous, on va aller rencontrer sont des entreprises principalement TPE, PME, c'est ce que je vous disais, pour lesquelles on va apporter une réponse rapide et efficace sur de la mise en relation avec un candidat. Le maillage territorial aussi est très important. Je tiens vraiment aussi je profite de ce petit temps d'échange pour remercier tous les partenaires qui nous accompagnent, les missions locales et les pôles emploi des territoires ainsi que les structures d'insertion et les entreprises également qui font partie aujourd'hui de notre réseau qui commencent à refaire appel à nous et nous appellent quand on a mis en place déjà un premier contact positif, nous appellent pour qu'on puisse leur proposer de nouveaux candidats. Voilà, c'est rapide, c'est efficace et on essaye d'être le plus opérationnel possible. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez… Alors ça, voilà, c'est un petit slide sur effectivement le fonctionnement d'ensemble qui effectivement est un fonctionnement qui s'appuie sur
les entreprises des territoires et des chercheurs d'emploi qui, effectivement, à qui on propose ces offres d'emploi librement. Voilà. C'est aussi ça qui est la force de notre outil, qui est sur, voilà, on propose des offres et ensuite les candidats se positionnent ou pas. Alors, quelques chiffres, voilà, je ne sais pas si c'est… je vais essayer d'aller vite. Alors, en fait, on a bien sûr, comme toutes les actions, on a des objectifs à atteindre et des résultats à viser. Nous, l'objectif principal, c'est de permettre à des personnes éloignées de l'emploi de reprendre une activité la plus durable possible. Donc, on vise principalement des CDI et des CDD de plus de 6 mois, temps plein ou temps partiel choisi. Donc, on a accompagné depuis début novembre 2018 387. Alors, les professionnels, ce sont donc les chercheurs d'emploi qui nous sont orientés. Il y a eu 295 mises en relation avec des employeurs, sachant que une personne peut avoir plusieurs mises en relation avec des employeurs. 160 contrats ont été démarrés, quelle que soit la durée. Et 58 chercheurs d'emploi sont sortis de notre dispositif en emploi durable validé. Alors, un emploi durable validé, c'est donc un CDI ou un CDD de plus de 6 mois dont la période d'essai est validée. Côté entreprise, on a rencontré les chargés de mission, hein, bien sûr. On a rencontré près de 380 entreprises. 220, à peu près 220 d'entre elles ont confié une ou plusieurs offres d'emploi. Et quand je vous parlais des suivis post-embauche, donc les entreprises ont été rencontrées par les chargés de mission avec les candidats sur l'accompagnement en interne des chercheurs d'emploi qui sont en activité et pour lesquels on s'assure que tout se passe bien des deux côtés. Voilà. Merci, Madame Pagès. Vous avez été un peu plus rapide que prévu. Allô, vous m'entendez? Je peux rajouter des choses, hein, mais… pour répondre à des questions. Oui, on avait prévu de laisser un temps aux questions. Si jamais les intervenants, M. Agathe, M. Bousli, oui, Mme Maréchal Fabre, Madame de Sella souhaite revenir sur un point en particulier, n'hésitez pas, c'est le moment. Merci en tout cas pour tous, pour ces précieuses informations. Moi j'aurais une petite question. Sur les 380 entreprises rencontrées sur la période, combien ont signé le pacte? Là, je ne sais pas. C'est une très bonne question. Je ne sais pas.